Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette quatrième édition des webinaires de l'Institut for a Positive Food. Donc, comme je viens de le dire, c'est le quatrième webinaire que nous organisons dans le cadre de cet institut. Les trois premiers étaient consacrés à la question du nouvel omnivore, c'est-à-dire la façon dont s'organise les régimes et l'alimentation, les comportements de consommateurs, les comportements des entreprises, autour des transitions qu'on observe actuellement liées aux problèmes à la fois de trouver un équilibre entre les questions de durabilité, l'environnement et les questions de santé des populations, évidemment, et toujours en maintenant, évidemment, une alimentation qui soit source de plaisir, puisque de toute façon, l'alimentation ne peut pas fonctionner correctement si le consommateur n'y trouve pas son plaisir. Donc, le premier webinaire que nous avions organisé était consacré à cet équilibre qu'on peut éventuellement imaginer de façon optimale entre les sources animales et les sources végétales. Le deuxième était plus tourné vers les problèmes de comportement des consommateurs et comment on peut les accompagner, évidemment, dans ces transitions alimentaires. Le troisième était consacré plus à la partie de l'offre et comment les entreprises s'adaptent à ces problèmes de transition et de changement des comportements. Et donc, aujourd'hui, nous allons traiter de ce problème qui est vraiment d'actualité, qu'on a vu apparaître de façon vraiment prégnante, d'une part, évidemment, avec les problèmes de la pandémie et encore plus maintenant avec les problèmes de la guerre en Ukraine qui va poser de nombreux problèmes de précarité alimentaire en Europe et dans le monde. Voilà, et donc cette question va être traitée, animée par Pascal Ebel, à qui je vais passer la parole, qui va vous présenter les intervenants et commenter un petit peu la façon dont va se dérouler ce webinaire. Voilà, merci Pascal, tu as la parole. Merci beaucoup Daniel, bonjour à tous. En effet, on souhaitait aborder cette question de la précarité alimentaire en France, puisque on a depuis le mois de septembre une très forte hausse des prix de l'énergie et ça commence à arriver sur l'alimentation. Donc, on est aujourd'hui à presque 3% d'inflation sur l'alimentation. Et donc, ce thème de la sécurité alimentaire, de la précarité alimentaire était très important. Donc, on va aujourd'hui accueillir 3 intervenants. Quelques petites consignes. On vous conseille d'utiliser plutôt l'onglet questions pour poser des questions, mais sinon, vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc, on va travailler aujourd'hui autour des leviers et des mesures que l'on pourrait mettre en action par rapport à cette question de la précarité. Mais Nicole Darmon va en premier lieu nous donner quelques définitions, bien définir le sujet. Donc, Nicole Darmon est directrice de recherche à l'INRAE et elle est spécialiste de la nutrition au sein de l'unité MOSA. Benjamin Cavalli interviendra pour nous parler du programme Malin et Barbara Mauvillain, qui est responsable du service des relations institutionnelles à la Fédération française des banques alimentaires, nous parlera aussi de comment les banques alimentaires agissent sur ces questions de précarité alimentaire. Donc vraiment, le thème, c'est bien de trouver des solutions. Et je vais passer la parole à Nicole Darmon, qui a notamment travaillé sur la sécurité sociale alimentaire. Je te passe la parole, Nicole. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup de cette invitation. Et donc, effectivement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, s'inspire énormément d'un rapport que nous avons écrit avec plusieurs collègues pour Terra Nova et qui est sorti en octobre de l'année dernière. Donc, on a eu un gros travail sur les définitions parce que c'était un groupe de chercheurs très pluridisciplinaire. Et donc, je vais partager avec vous une définition qui est importante, qui est celle de l'insécurité alimentaire, en fait, qui a été définie pour la première fois en 1990 et qui indique qu'il y a insécurité alimentaire lorsque la disponibilité d'aliments sûrs et adéquats sur le plan nutritionnel ou la possibilité d'acquérir des aliments appropriés par des moyens socialement acceptables, c'est très important ce terme, est limitée ou incertaine. Donc, après cette première définition, il y a eu des ajustements, d'autres définitions, et puis surtout la définition de la sécurité alimentaire par opposition à celle de l'insécurité alimentaire et des instruments de mesure scientifiquement validés pour évaluer
la proportion de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans un pays. Et en France, on a une estimation autour de 8 millions de personnes à partir de l'étude 1K3, mais qui doit être un peu sous-estimée, probablement sous-estimée, car l'étude 1K3, même si elle est dite représentative de la population nationale, ne représente pas bien les personnes qui sont en situation d'exclusion. En parallèle à ça, on a quelques données sur les utilisateurs de l'aide alimentaire. Ah mince, j'ai des travaux chez moi, au-dessus de chez moi. Bon, j'espère que vous m'entendrez. Avec des chiffres qui sont différents selon en fait, les études et les sources. Le dernier chiffre est très, très important puisqu'il s'élève à 8 millions de personnes et il a été donné par le Secours catholique. Néanmoins, en fait, il ne faut pas faire d'équation entre insécurité alimentaire et utilisateur de l'aide alimentaire, puisque probablement la proportion, on ne connaît pas en fait la proportion des utilisateurs de l'aide alimentaire parmi les personnes en insécurité alimentaire, mais si on se fie sur le rapport 1K3, en fait, il n'y aurait qu'une personne sur 4 en insécurité alimentaire qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des chiffres dont on a un petit peu du mal à se dépatouiller parce qu'ils se contredisent un peu les uns les autres. Mais à part que le problème est majeur et qu'il faut s'en préoccuper. Alors, moi, je parle aussi du côté de la santé publique, puisque ça fait longtemps que je travaille sur cette question des inégalités d'accès à l'alimentation, inégalités sociales. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en France, on a quand même des grosses inégalités sociales qui se traduisent par des inégalités de santé. Ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle le gradient social de l'obésité. Vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas d'un côté les pauvres qui sont obèses et puis le reste de la population qui va bien, mais on a plutôt un gradient avec finalement le pourcentage de personnes obèses qui va augmenter d'autant plus que le revenu va baisser. Et en parallèle de ça, vous avez sur la gauche le gradient de la consommation de produits alimentaires, des grands groupes alimentaires, et vous voyez que c'est surtout sur le groupe des fruits et légumes que la différenciation sociale se fait. Donc en fait, on a plus des inégalités dont il faudrait s'occuper plutôt que d'un côté la précarité et puis le reste de la population qui va bien. C'est pour ça que nous, en santé publique, on considère que ce qui est très important, c'est de pouvoir mettre en place des mesures, ce qu'on appelle d'universalisme proportionné, c'est-à-dire qui vont être d'autant plus importantes et d'intensité importante que les besoins des personnes sont importants. Or, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'en fait, la réponse de l'État et de l'Europe, c'est de s'appuyer sur les associations d'aide alimentaire pour fournir une aide aux plus précaires. Donc, c'est très différent de cette vision d'universalisme proportionné. Alors, les caractéristiques du système d'aide alimentaire en France, je vais passer vite. Vous savez que c'est principalement basé sur des dons de denrées alimentaires, même s'il y a d'autres formes qui se développent. C'est donc massivement délégué au monde associatif dans toutes les formes de cette activité opérationnelle, administrative, législative et sociale. C'est quand même très dépendant de subventions institutionnelles à différents niveaux, l'État, l'Europe, les collectivités. C'est dépendant du gaspillage et dépendant du bénévolat. Ah, pardon. Voilà. Les limites de ce système d'aide alimentaire en France, elles sont bien connues. Alors, on a vu ses forces au moment des confinements, puisqu'il y a eu une capacité à énormément réagir rapidement pour s'adapter aux difficultés émergentes. Mais on connaît depuis longtemps aussi ses limites. Et ces limites sont le fait qu'il y ait une couverture insuffisante avec d'une part des personnes qui pourraient peut-être y avoir accès mais qui n'y vont pas ou ne rentrent pas forcément dans les cases. Justement, ces cases, ces critères d'accès sont différents en fonction des différentes associations et donc ça fait un accès qui est intrinsèquement inégal et aussi inégal en termes
de répartition géographique et d'accès géographique. Et ça pose du coup des problèmes en termes de droits humains, puisque finalement les critères ne sont pas les mêmes partout. Il y a des grandes difficultés de fonctionnement, car ça suppose une logistique extrêmement complexe et aussi une partie administrative très complexe. Les dons sont déséquilibrés et j'ai envie de dire qu'en fait, on manque de données sur le contenu effectif des dons. On a pas mal de retours de terrain qui disent qu'il manque tel ou tel produit, en particulier les produits frais, mais on n'a pas d'études récentes sur l'équilibre des dons qui sont fournis aux personnes de façon vraiment qui couvre l'ensemble des associations et des territoires. Et puis, l'impact environnemental n'est pas évalué. Et puis, surtout, ce qu'on a vu, c'est donc que la quantité de personnes qui vont à l'aide alimentaire a augmenté. Et donc, finalement, avec cette aide alimentaire, on a échoué à lutter contre la précarité alimentaire, puisque si on considère que les personnes qui vont à l'aide alimentaire sont en situation de précarité alimentaire, et on ne peut pas dire le contraire, eh bien, en fait, cette précarité alimentaire a augmenté. Donc, pour faire un pas de côté, essayer de voir les choses un peu différemment, dans le cadre de ce rapport Terra Nova, nous, on a essayé de voir comment on pourrait lutter contre la précarité alimentaire ou la prévenir. Comment, au lieu de lutter contre la précarité alimentaire, de se donner comme objectif de lutter contre la précarité alimentaire, puisqu'on voit qu'on n'y arrive pas, est-ce qu'on ne pourrait pas la prévenir ? C'est-à-dire, en fait, d'aller du curatif vers le préventif, sans oublier le curatif. Hein, dans un hôpital, il y a toujours un service d'urgence. Et en même temps, en profiter pour activer la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Alors, on a développé dans ce rapport une définition qui est celle de la sécurité alimentaire durable, qui se base à la fois sur la définition de la sécurité alimentaire et sur celle de l'alimentation durable. Et donc, on propose que la définition suivante, c'est-à-dire que la sécurité alimentaire durable existe lorsque tous les individus ont un accès économique, physique, social, égalitaire à une alimentation durable de manière coordonnée et pérenne. Et donc, il s'agirait de promouvoir cette sécurité alimentaire durable et donc de prévenir la précarité alimentaire à travers cette promotion d'une sécurité alimentaire durable. Alors, à partir de là, on a défini des critères qui permettent pour un dispositif qui serait favorable donc, à une sécurité alimentaire durable. Et donc, peut-être je ne vais pas tous les lire, mais vous avez ici une reprise de l'encadré du rapport Terra Nova qui définit ce dispositif favorable à une sécurité alimentaire durable dans toutes ses dimensions. Et ensuite, ce qu'on a fait dans ce rapport, c'est qu'on a passé au crible l'ensemble des formes existantes, soit classiques, soit dites alternatives d'aide alimentaire, et on a regardé dans quelle mesure ça cochait un ou plusieurs critères de ce dispositif favorable à une sécurité alimentaire durable. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des dispositifs qui cochent un ou plusieurs critères, mais on n'en a pas trouvé qui cochent tous les critères à la fois. Et c'est pour ça que dans ce rapport, en fait, nous soutenons la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, car il nous semble que ce dispositif, même s'il n'existe pas, que certains peuvent le trouver utopique, en fait, c'est un dispositif qui permettrait de cocher tous ces critères. Alors, qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation ? Ce serait une allocation universelle dédiée à une alimentation plus durable, donc ça permet d'enclencher aussi la transition vers une alimentation durable, et dont le mode d'organisation et de financement se fonderait sur le régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire que cette allocation serait financée par une cotisation sociale, elle donnerait accès à des produits ou à des lieux conventionnés, et ces critères de conventionnement seraient élaborés démocratiquement dans des bassins de vie. C'est une proposition qui est soutenue par pas mal de collectifs et qui est actuellement débattue dans plusieurs instances. Donc, voilà pour notre
en tout cas en ce qui me concerne, moi et mes collègues en santé publique, on a trouvé que ça permettait vraiment d'amener une dimension de santé publique à ces débats sur l'alimentation et la précarité alimentaire, que ça permettait de penser un passage pour aller du curatif exclusif vers le préventif, et ceci pour l'ensemble de la population résidant sur le territoire français, et chose très importante, en actionnant la transition vers des systèmes alimentaires durables. C'est moi qui ai fermé là? Ah oui. Donc, ma dernière diapo, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps, c'est juste une conclusion pour dire que quoi qu'il en soit, que ce soit cette proposition ou une autre, il y a vraiment une urgence et une nécessité d'avoir une feuille de route politique qui permettra d'accompagner positivement à la fois la transition vers une alimentation plus durable et la transition de l'aide alimentaire vers un droit à l'alimentation durable. Il y a des propositions qui émergent, je vous ai parlé de celles-ci, elles doivent être mises à l'épreuve et leur efficacité mesurée. Et la recherche publique, qui est souvent un peu à part, pourrait vraiment largement contribuer à élaborer une approche structurée pour améliorer à la fois l'analyse des dysfonctionnements, l'identification des besoins et l'évaluation de l'impact de ces solutions et de leur suivi. Voilà, j'espère que les bruits qu'il y avait au-dessus de chez moi n'ont pas trop empêché, ne vous ont pas empêché de me comprendre. Merci. Merci Nicole. Et avec les aléas du bruit, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, je te remercie. On aura une table ronde tout à l'heure. Et donc, je vous propose qu'on échange sur cette solution proposée par Nicole juste après les deux autres interventions. Donc là, on va passer la parole à Barbara Mauvillain, qui est responsable du service relations institutionnelles de la Fédération française des banques alimentaires. Je vous passe la parole. Oui, bonjour à toutes et toutes. Merci beaucoup Pascal, merci pour cette invitation, pour effectivement cette thématique très intéressante. Donc du coup, je passe mes slides, on a dit, pas de souci. Voilà, donc là c'est bon, vous voyez bien comme ça? Pour les slides, c'est bon? Attendez. Voilà, donc je vais repartir. Nicole Darmon l'a très bien expliqué au début de son intervention sur le fait qu'il n'y a pas une adéquation, et ça me paraît très important dans notre sujet d'aujourd'hui, entre la précarité alimentaire et le recours à l'aide alimentaire. Alors moi, j'ai pris les chiffres de la DGSS, c'est-à-dire la Direction générale de la cohésion sociale, le ministère de la Santé et de la Solidarité. 7 à 8 millions de personnes évaluées pour la précarité alimentaire, et un peu plus de 5 millions de Français qui auraient recours à l'aide alimentaire. C'est des chiffres 2020. Voilà, soit une hausse de 7% depuis 2019. Alors, je vous ai remis également, et ça me paraît important, les définitions de la loi issue des États généraux de l'alimentation, qui a précisé que la précarité alimentaire, quand on souhaite lutter contre cette précarité, voilà, on cherche à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante. Et dans ce cadre, l'aide alimentaire, donc par exemple le réseau des banques alimentaires, apporte une contribution. Et vraiment, moi, je veux vraiment insister sur ce mot, parce que nous, on n'a pas la prétention de résoudre l'ensemble du sujet de la précarité alimentaire. Par contre, à l'échelle de notre projet associatif, on apporte une contribution selon les modalités que je vais vous rappeler et partager avec vous aujourd'hui. Alors, le réseau des banques alimentaires, rapidement, et moi, bien sûr, je partagerai les slides avec tous les participants, donc vous pourrez relire et rentrer dans le détail plus précisément. Donc, nous, on accompagne 2,1 millions de personnes, donc à mettre en regard sur les 5 millions que je viens de vous citer. Et les banques alimentaires sont présentes sur l'ensemble du territoire français, dont l'outre-mer. On travaille, et c'est extrêmement important en fait, en partenariat avec des associations. C'est le modèle des banques alimentaires, c'est qu'on a été créé par des associations, pour des associations. Pourquoi? Parce que
on gère de l'alimentation et c'est des produits fragiles avec des règles rigoureuses. Et donc, pour un certain nombre d'associations, les 5 associations qui ont créé les banques alimentaires, il fallait une espèce de super association qui soit spécialisée, qui fasse ça avec rigueur et avec extrêmement de précautions sur l'ensemble de cette chaîne. Donc, au total, sur une année, on distribue 225 millions de repas via nos 6000 associations partenaires. Et donc, on a un lien très fort avec nos associations partenaires. On a des conventions de partenariat et on anime cet écosystème sur l'ensemble du territoire. Et puis, tout ça grâce à nos 7000 bénévoles et nos 500 salariés. Alors, rapidement, je vous rappelle notre charte, en fait. Donc, nous, on a 4 objectifs principaux. C'est une charte qu'on a adaptée suite à la crise Covid, donc en juin dernier. Donc, le modèle initial, c'est de lutter simultanément contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire. Donc, on récupère des produits qui sont consommables, mais qui auraient été voués à la destruction et on fait de la redistribution. Ça, c'est le cœur du modèle, mais vous allez voir derrière qu'on a énormément diversifié les modes d'action. On utilise l'aide alimentaire comme créatrice de liens sociaux. Je vais vraiment beaucoup insister sur cette notion d'accompagnement social. On participe à l'amélioration de l'alimentation distribuée. Vous vous souvenez, tout à l'heure, dans précarité alimentaire, on a vu la notion de qualité qui est essentielle. Et puis, on s'adapte. Je vous ai dit, on travaille avec nos partenaires. Donc, nous, on est en interaction au quotidien avec nos partenaires. Et on a également, en fait, en prolongement, je dirais, et en complément de cette activité de distribution de produits aux personnes qui en ont besoin, tout un travail de transformation des produits et d'accompagnement social que je vais vous présenter, notamment en lien avec la prévention santé. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est quel levier on peut activer. Alors moi, je vais rappeler un peu, parce que souvent on oublie quand on parle de la précarité alimentaire, mais bien sûr, le premier levier, en fait, c'est la lutte contre la pauvreté. Parce que tout simplement, ça paraît une évidence quand on le rappelle, mais souvent c'est oublié dans les débats. Tout simplement, les personnes qui sont en précarité alimentaire, c'est des personnes qui, malheureusement, sont contraintes de par leur structure de leur budget, d'utiliser l'alimentation comme une variable d'ajustement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la durée, mais qui va malheureusement monter en puissance, et Pascal Ebel l'a dit en introduction, avec ce qui arrive au niveau de l'inflation alimentaire. Et on voit très clairement, nous, dans les chiffres auprès donc, des personnes accueillies dans notre réseau, ça, ce sont des chiffres de l'étude FFB, enfin Fédération Française des Banques Alimentaires, qu'on fait faire par l'Institut CSA. On voit très bien que c'est une donnée structurelle depuis 2014. Le post-alimentation est en baisse. Alors qu'on a une montée en puissance, et là, je ne vous ai pas mis les chiffres 2021, mais si je prolongeais la courbe, on verrait très bien que tout ce qui est le post-énergie, évidemment, est en train d'accaparer le budget des ménages, sans compter le sujet du logement, qui est vraiment un vrai sujet en France, puisqu'on sait que dans le budget des ménages en France, par exemple, si on compare avec l'Allemagne, le poids du logement est particulièrement important. Alors, dans ce contexte, nous, l'aide qu'on apporte en produits alimentaires, elle est évaluée à environ 92 € par mois. Donc, l'aide alimentaire, voilà, c'est un complément. Nous, on n'a pas vocation à alimenter sur toute la semaine une personne. Voilà, on lui apporte une aide et si on évalue, on fait une valorisation monétaire des produits, c'est environ 92 € par mois. Alors, qui sont les personnes accueillies par les banques alimentaires ? Ben, en fait, il y a une grande diversification des profils. Mais il y a une donnée très importante, c'est qu'on a quand même 70% de femmes et 30% de familles monoparentales. Donc ça, c'est extrêmement important par rapport, je vais vous en parler après, à l'accompagnement social. On a aussi de plus en plus de jeunes. Et quand je dis jeunes, ce n'est pas seulement des étudiants, parce qu'on a beaucoup parlé des étudiants, mais c'est aussi des jeunes en précarité, c'est à peu près 20% des personnes accueillies. Et on a toute de nouvelles populations qui, avec la crise Covid, sont arrivées aux structures d'aide alimentaire. Je pense par exemple aux auto-entrepreneurs ou des artisans, des gens qui n'étaient pas forcément couverts par les aides gouvernementales. Alors rapidement, on a 3 missions. On collecte des produits, lutte contre le gaspillage,
Le don volontaire, ça c'est extrêmement important parce que vraiment avec nos partenaires, il y a une montée en puissance du don volontaire qui n'a rien à voir avec la lutte contre le gaspillage et c'est tout le travail qu'on fait avec les filières agricoles et on a un rééquilibrage dans nos approvisionnements entre ce qui vient de la grande distribution et ce qui vient du monde agricole et agroalimentaire. C'est-à-dire que ce qui vient de la grande distribution baisse alors qu'on a de plus en plus de produits qui viennent de nos filières agricoles. On redistribue, je voulais dire, via nos associations. Vous avez les différentes formes de distribution, hein, des paniers, des soupes populaires, des maraudes. 70% c'est des paniers. Et on accompagne, on fait de l'accompagnement social. Je vais y revenir. Alors justement, ce deuxième levier, au-delà de la lutte contre la pauvreté, donc la lutte contre la pauvreté, on le voit dans la campagne, hein, il y a dans la campagne électorale, il y a des propositions, je dirais monétaires sur le niveau des salaires, le SMIC, sur les aides sociales, donc c'est un débat de société. Nous, au cœur de notre métier, il y a l'accompagnement social. Pour moi, c'est le deuxième levier pour notre réseau à activer. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très bien identifié par les États généraux de l'alimentation, puisque cette loi Egalim dit bien que la lutte contre la précarité alimentaire, elle est assortie d'une proposition d'accompagnement. Et nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a insisté pendant les EJA, c'est-à-dire qu'en France, on ne fait pas que donner un produit, on propose une aide en fait à la personne. Pourquoi ? Parce que l'aide alimentaire, en fait, c'est une porte d'entrée avec la personne. Nous, la moitié des personnes dans notre étude qui viennent aux banques alimentaires ou dans les associations partenaires n'ont aucune aide de leur entourage. Donc, on a un phénomène d'isolement qui est extrêmement important et qui a augmenté les dernières années. Donc, quand la personne, elle vient chercher un panier, en fait, elle renoue un lien. Elle renoue un lien avec une personne et on va pouvoir lui proposer, à travers l'alimentation, de rentrer en contact et de traiter beaucoup d'autres thématiques, de pouvoir la réorienter sur d'autres sujets comme la santé, le logement, de la culture, voilà, de la remettre dans un chemin d'insertion qui est un chemin souvent long et complexe. Et on utilise donc l'aide alimentaire, on dit, comme un levier d'inclusion sociale. C'est pour ça nous, on est assez vigilants par rapport au levier sur tous les sujets, sur la monétisation de l'aide alimentaire, par exemple le chèque alimentaire dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et nous, on le voit comme un complément, pourquoi pas comme un complément pour certaines populations, mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que c'est pas avec une carte magnétique qu'on fait du lien social. Et vraiment, il y a des personnes qui sont en grande pauvreté. La grande pauvreté, c'est cumuler un nombre de difficultés structurelles dans son quotidien. Donc, on travaille sur cet accompagnement social et une de nos actions prioritaires, c'est notamment auprès en fait, des jeunes, dès le plus jeune âge, et ça, c'est un travail qu'on fait dans le cadre du programme national santé, je vais y revenir après. Et les banques alimentaires, en fait, sont agréées comme associations éducatives complémentaires. Et par exemple, on sensibilise 63 000 jeunes par an dans les établissements scolaires à travers ce levier de l'alimentation, donc sur le gaspillage, sur les bons repères alimentaires dès l'enfance. Hein, ça, c'est les termes du programme de santé nationale. Hein, c'est assurer l'appropriation par tous les groupes sociaux des bons repères alimentaires dès l'enfance. Donc, nous, c'est un de nos axes d'action vraiment prioritaires. Et l'autre axe d'action que je voulais partager avec vous, c'est la prévention santé, en fait, par l'alimentation. On le sait, l'alimentation, c'est un des premiers facteurs de la prévention santé. Si on regarde un peu les chiffres, donc tous les chiffres que je vous partage, c'est toujours les chiffres des personnes qu'on accompagne dans notre réseau. Par exemple, si on prend le diabète, vous voyez que la prévalence chez les personnes en précarité alimentaire, c'est 4 à 5 fois par rapport à la population générale. Idem si on regarde l'obésité, les maladies cardiovasculaires, puis il y a une liste beaucoup plus importante. Pour 73% des personnes accompagnées, l'aide alimentaire, ça leur permet de se sentir en meilleure santé. Donc, sur la base de ces constats, on a vraiment travaillé et là, on a, je dirais, redéveloppé un programme assez complet qu'on a lancé au sein de l'agriculture qui s'appelle Bon Geste, Bonne Assiette et qui vise en fait à travailler autour de l'acte
social que constitue l'alimentation. Donc, il y a une quarantaine d'outils dans ce programme. Il y a un guide atelier cuisine qu'on a présenté au Salon de l'Agriculture, hein, qui s'adresse à la fois aux personnes accueillies, puis à la fois à l'ensemble des bénévoles, des accompagnants, des salariés qui travaillent avec nous dans les ateliers cuisine. Et on cherche à mettre en valeur voilà, la valorisation des personnes, des connaissances des personnes accueillies pour vraiment favoriser la capacité d'agir, d'être dans de créer des espaces d'expérience et d'échange dans les ateliers cuisine. On est sur le partage des pratiques interculturelles, de la convivialité. Et c'est vrai que cuisiner, on est en France, hein, c'est vraiment un axe social exceptionnel qui crée du lien, qui renforce l'estime de soi. C'est extrêmement intéressant de participer à ces ateliers cuisine et d'écouter les personnes qui participent et ce qu'ils y retrouvent. Et donc, on va déployer ces outils. Donc, on a ce guide, on a un site en ligne de recettes que nous sommes en train de finaliser. Voilà, on a des recettes à petit prix qui peuvent être utiles pour nous tous d'ailleurs. Voilà, autour de recettes simples, de saison, goûteuses pour le bien manger. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'optimiser ce qu'on a dans son frigo, de développer la créativité, voilà, de reprendre le plaisir de cuisiner, de partager autour du repas. Parce que nous, vraiment, c'est des choses qu'on entend dans les ateliers cuisine. Comme les gens sont seuls, comme je vous l'ai dit, souvent tout seul, on n'a pas envie de faire un repas. Hein, on n'a plus envie en fait. Et il y a vraiment la notion de reprise de confiance autour de toute cette action qui est portée dans notre réseau. Et puis, on va déployer de nombreux autres outils, tout ce qui est aussi au niveau des outils sur les familles d'aliments, un peu de la pédagogie autour de l'alimentation, sur la sensibilisation sur la sécurité des aliments, comment on gère son frigo, comment on gère les dates de consommation, etc. Et puis tout un programme de formation, ça c'est vraiment notre métier de tête de réseau, formation pour tous ces accompagnants qui vont travailler dans les ateliers cuisine. Donc on va déployer un programme assez important là-dessus. Donc ça, c'était le levier prévention santé par l'alimentation qui est vraiment prioritaire pour nous dans les mois qui arrivent. Et puis l'autre levier que je voulais partager avec vous, c'était le travail sur l'aide alimentaire durable, plus locale, de qualité. Donc nous, on travaille, d'ailleurs c'est un travail, je crois, qui avait été fait avec Geneviève, avec Nicole Darmon, sur le camembert nutritionnel, c'est-à-dire pour se rapprocher le plus possible des recommandations du Programme national nutrition santé, à la fois dans les produits que vont collecter les banques alimentaires et à la fois dans ce qu'ils vont redistribuer. Donc nous, on a vraiment une connaissance très précise de ce qui rentre et ce qui sort d'une banque alimentaire. On a le logiciel VIF, le logiciel Passerelle. Donc, on a vraiment une connaissance très professionnalisée, une banque alimentaire, même si des bénévoles, extrêmement fine de ce qui est fait. Et dans la prospection des dons ou dans la redistribution aux associations, on a ces grandes catégories du PNNS qui sont le guideline du travail de toutes nos équipes. Ça, c'est vraiment extrêmement important et c'est ce qui nous a permis de progresser, par exemple, sur la distribution des fruits et légumes. Là, vous voyez, c'est un peu moins d'un quart. Et il y a 6 ans, c'était 18%. Donc, ça a déjà extrêmement progressé grâce justement à ce travail d'attention, sachant que nous, on n'a pas non plus vocation à distribuer que des fruits et légumes, parce que les personnes qui viennent, ils ont besoin de repas complets. Donc, on travaille vraiment sur cet échantillonnage. Et vraiment, dans les choses qui ont été développées, je dirais accélérées par la crise, c'est vraiment les partenariats avec le monde agricole. Donc, par exemple, là, on travaille beaucoup avec Catalyseur, avec la Fédération d'écumas. Et on développe et on va développer tout ce qui est les ateliers de transformation, hein, c'est-à-dire de donner de la valeur aux produits qui nous sont donnés, faire des soupes, des confitures, des plats cuisinés, etc. On travaille sur les zones rurales avec une cartographie des zones blanches d'aide alimentaire, des dispositifs itinérants, et puis on développe des jardins partagés, etc.
Voilà, donc pour finir, juste conclure rapidement, vous voyez que l'action des banques alimentaires, en fait, elle est extrêmement diversifiée. Nous, on est vraiment on est assez pragmatique, on est sur le faire sur le terrain. On a fait le travail, vous pourrez le lire tranquillement, de mettre nos actions en regard des objectifs du développement durable. Et c'est un peu voilà, nos priorités pour les mois, les années qui arrivent. Voilà, on est vraiment dans le faire ensemble, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on travaille avec nos associations, c'est notre modèle initial, mais c'est encore plus la réalité aujourd'hui, c'est d'être dans la co-construction et avec l'ensemble de la chaîne agricole et alimentaire. Je conclue en disant que vraiment, nous, la notion aide alimentaire, accompagnement social, ça nous paraît dans les débats actuels essentiel. Et par ailleurs, c'est vrai que ça a été dit par Pascal Hébert en introduction, mais c'est vrai qu'on est aussi déjà extrêmement mobilisé sur l'Ukraine et on a des banques alimentaires d'ailleurs dans l'ensemble des pays européens. Et donc ce sujet-là va malheureusement être installé pour les mois à venir. Voilà, merci beaucoup à tous et à vos dispositions pour les questions. Donc, merci beaucoup, Barbara. On a une petite question à laquelle on pourrait répondre tout de suite, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer les guides recettes? Oui, je vous enverrai si. Alors, je ne sais pas si je passerai, mais je pourrais envoyer récupérer les liens. Alors, le guide, l'atelier cuisine, il y en a un qui est en papier. En fait, on a mixé des outils papier, on va dire un peu classiques, là, je vais voir, et du numérique, parce que justement, comme je disais, comme on a des profils très diversifiés, par exemple, les jeunes, ils sont beaucoup plus, c'est logique, sur le numérique. Et puis, par contre, évidemment, on a quand même la fracture numérique et ça, il faut faire très attention. On garde aussi nos bons outils papier. Mais je vais vous envoyer tout ça. Mais si on peut mettre le lien, oui, dans le chat, comme ça, je vais mettre le lien tout le monde pourra le récupérer. Ouais, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Benjamin Cavalli, qui dirige le programme Malin, et donc dans un partenariat public-privé qui est plutôt destiné aux 1000 premiers jours. Je passe la parole, Benjamin. Merci Pascal. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de présenter notre démarche qui va être aussi une des contributions possibles à la question de l'insécurité alimentaire. Alors, nous, notre sujet, Pascal l'a dit, la spécificité de notre démarche, c'est qu'on va se focaliser sur les enfants en bas âge et sur la fameuse période des 1000 premiers jours. Alors, pourquoi on a décidé de se focaliser là-dessus? Vous avez peut-être entendu parler des 1000 premiers jours. C'est une phase clé sur laquelle il faut investir pour consolider et construire l'ADN santé d'un individu, avec des impacts à court terme, mais aussi à moyen long terme après les 3 ans. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que quand on discute alimentation, ce n'est pas toujours le sujet de préoccupation de tout le monde, et notamment de certaines populations. Ça a été dit, ça peut être une variable d'ajustement, ça peut être juste le moyen de se nourrir. Sauf quand il y a l'arrivée d'un enfant, des études sociologiques montrent que c'est une fenêtre d'opportunité pour pouvoir faire remonter ce sujet-là dans la préoccupation des gens. Alors d'abord sur l'alimentation infantile, mais aussi après sur l'alimentation familiale. Et donc nous, on s'est dit que tactiquement, c'était peut-être intéressant de saisir cette fenêtre-là pour aller rediscuter alimentation et permettre aux gens de se réapproprier l'alimentation de leur enfant, mais aussi leur propre alimentation. La problématique, quand on parle des populations en insécurité alimentaire, et effectivement, on adhère à cette idée d'insécurité alimentaire qui prend des réalités beaucoup plus larges que précarité alimentaire, c'est que les populations en difficulté, toutes ne sont pas complètement perdues sur l'alimentation. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne s'intéresse pas à l'alimentation, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne s'occupe pas bien de son enfant. Il y a des gens qui sont très forts, qui font du fait maison très régulièrement. Mais oui, c'est parce qu'on est pauvre qu'à un moment donné, on ira moins chez le médecin, qu'on aura un entourage moins présent et on peut être un peu plus perdu que tous les parents. Mais nous, on va parler effectivement de parents et on va essayer d'avoir cette approche-là non stigmatisante. Et le deuxième enjeu, et là, hélas, ça concerne tout le monde et on en a parlé dans les présentations précédentes. Une fois qu'on sait ce qu'il faut donner à manger, il y a la contrainte budgétaire. Et donc là, c'est une réalité hyper importante qui, hélas, monte en puissance avec, comme vous l'avez dit, le coût des produits qui va augmenter dans les commerces.
Cette réalité, enfin, les chiffres, forcément, sur ces sujets, hein, je vais très vite, hein, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des questions de méthodologie de calcul et puis surtout, là, il y a l'impact de la crise et la montée en puissance. Donc, nous, on parle d'environ 500 000 enfants entre 0 et 3 ans quand on croise le seuil de pauvreté et le taux de natalité. Maintenant, c'est des chiffres qui étaient là avant la crise. On voit aussi des accélérations et un impact de cette crise-là, nous, dans les sollicitations de parents. Et le troisième point qui est hyper important à comprendre, c'est que cette démarche, elle a été aussi impulsée autour de deux réflexions. Un, et là, on va se rapprocher effectivement des éléments qu'a présenté Nicole Darmon précédemment, c'est au sein de la Croix-Rouge française, qui est un des partenaires du programme, il y a eu une réflexion il y a 10 ans sur les limites de l'aide alimentaire et on a souhaité pouvoir les travailler, hein, cette capacité à ne pas pouvoir toucher tout le monde et avec des difficultés à trouver les bons produits, notamment pour les jeunes enfants et avoir un conseil adapté. Enfin, voilà, et je fais très vite là-dessus. Par contre, il y a une réalité qui n'est pas assez donnée et traitée dans l'insécurité alimentaire. Et encore une fois, tout le monde ne va pas à l'aide alimentaire. Et quand on ne va pas à l'aide alimentaire, une bonne partie des familles vont aller dans le commerce. Et dans le commerce, la contrainte budgétaire, ce qu'il faut gérer, c'est le passage en caisse. Et là, on a un vrai sujet qui est plus on est pauvre, plus on va payer l'accès à des produits et biens et services de première nécessité chers en valeur absolue, en valeur relative. Le lait infantile deuxième âge, c'est 14 € pour tout le monde, sauf que 14 € dans le budget d'une famille, bah, ça n'a pas le même poids. Et donc là, au passage en caisse, on va avoir des arbitrages budgétaires qui peuvent avoir un impact sur les pratiques et donc, à terme, sur la santé des enfants et de la famille. Voilà. Le point clé de Malin, c'est aussi de dire qu'il faut absolument travailler sous forme d'alliance. Aujourd'hui, on voit à la fois l'intérêt, mais aussi les limites de collaboration association-État, association-entreprise. Il faut pouvoir utiliser les forces vives de la société et mettre tout le monde autour de la table. Donc, Malin, c'est une démarche qui a été une démarche de longue haleine. Hein. La démarche a été impulsée il y a 14 ans. On commence tout juste à avoir un déploiement au niveau national l'année dernière. Et c'est parce qu'à un moment donné, on a mis du temps à construire ce projet tous ensemble. Donc, on a la partie santé avec les sociétés savantes de pédiatrie, des associations académiques qui viennent également contribuer au projet, les pouvoirs publics. Hein, on travaille sur un enjeu d'intérêt général, un enjeu stratégique. Il faut que les pouvoirs publics soient en première ligne sur ces sujets et qu'on soit bien connecté à eux. Et on a également des acteurs de la recherche. Vous allez voir, ce volet est hyper important pour nous. Il est clé de pouvoir mieux identifier la situation nutritionnelle de ces enfants et de pouvoir mesurer l'utilité de notre démarche. Et on a également des familles qu'on a beaucoup sollicitées au début de l'histoire et encore aujourd'hui. Et on a également des entreprises. Pour nous, c'était essentiel aujourd'hui qu'on mette de manière innovante les entreprises du secteur de l'alimentation, mais pas que, pour pouvoir proposer des solutions. Et nos missions stratégiques, elles se veulent simples. Le volet conseil va s'adresser, alors là, on rejoint aussi l'importance peut-être de s'appuyer sur le principe d'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on s'adresse sur le volet conseil à tous les parents, peu importe le niveau de revenu, et vous allez voir comment dans la diapositive après. Donc, le volet conseil s'adresse à tout le monde, pas uniquement aux familles en difficulté. On va avoir un volet accès aux produits qui, elle, va se flécher sur les familles en difficulté. Et on a statutairement, donc ce n'est pas uniquement quand on aura de l'argent et du temps, statutairement, on s'est engagé à développer de manière importante un volet qu'on va appeler connaissance et études des familles ciblées. Donc, alors là, il y a beaucoup d'infos, je vais essayer de les simplifier. Il faut avoir en tête qu'on a, on va dire, deux manières de toucher les familles. On en a une qui aujourd'hui est la plus importante, la force de frappe de Malin, c'est cette capacité à être en contact direct avec les familles ciblées. Et donc là, on a un partenariat stratégique qui a mis des années à se co-construire sur le terrain avec des CAF sur des départements. Aujourd'hui, on a un partenariat national avec la Caisse nationale d'allocation familiale qui va envoyer aux allocataires et à tous les allocataires ayant un enfant, enfin en situation de grossesse et un enfant de 5 mois, un mail pour présenter le programme. En leur disant, voilà, vous allez avoir un enfant, vous allez en avoir un, vous vous posez quelques questions, Malin est là pour vous accompagner sur la partie conseil. Et pour les familles sous contrainte budgétaire, il y a eu un gros travail de terminologie pour éviter de stigmatiser tout en essayant de décrire les réalités. Vous allez pouvoir bénéficier d'une offre qui va vous permettre d'acheter des produits adaptés de qualité.
Donc, une fois que les gens ont reçu ce mail, ils arrivent et donc au niveau national, aujourd'hui, on va pouvoir déjà s'appuyer sur une offre digitalisée. Alors, je le dis tout de suite, hein, on a une approche complémentaire parce que effectivement, toutes les familles ne sont pas digitalisées et en même temps, effectivement, nous, on va toucher des jeunes parents. On a récupéré les chiffres. Les familles sont hyper bien équipées, notamment en smartphones et tablettes. Et je dis souvent, le pire ennemi de la PMI, c'est souvent Google avec des sources d'informations plus ou moins fiables. Et les gens vont sur le digital, nos populations vont sur le digital pour récupérer de l'information. Donc là, on a un site internet, une newsletter qui marche très bien et on commence l'histoire sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, et je le décrirai plus en détail après, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'offre budgétaire. Donc, l'offre budgétaire, c'est hyper important. L'idée est de pouvoir flécher une aide sur des produits adaptés et de qualité. Et là, le cadre est hyper clair, hein. Ce ne sont pas les entreprises partenaires qui décident des produits qu'on va distribuer. Ce sont les sociétés savantes de pédiatrie qui valident l'intérêt des produits et qui choisissent les produits tenant compte du cadre du programme national nutrition santé. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de flécher l'aide budgétaire sur des produits qui vont répondre à des enjeux et des besoins nutritionnels. Et la deuxième chose hyper importante pour nous, c'est que le système les produits, on peut les acheter à prix réduit dans tous les commerces accessibles à tout le monde. Alors, principalement, vous allez voir, on est dans la grande distribution, puisque beaucoup de gens font encore leur achat en supermarché. Mais on a également des systèmes de vente en ligne et on a également, alors plus à la marge, mais c'est aussi une volonté de le développer, des dispositifs plus alternatifs, notamment en circuit court. Et pour compléter, alors tout ça, c'est accessible au niveau national dans 93 départements. Et pour compléter, on a il va falloir travailler l'organisation pour le déployer à plus grande échelle. Un réseau de structures locales dans lequel on travaille avec des maternités, des PMI, des crèches, des associations. On va proposer de la formation et des outils pour pouvoir aider ces acteurs à mieux parler d'alimentation. J'avance pour ne pas être trop bavard et tenir mon temps. Donc là, c'est de manière détaillée ce qu'on propose sur le volet conseil. Hein. Donc, je le redis, c'est un volet ouvert à tous. C'est les messages du PNNS. C'est aussi des sujets connectés aux enjeux et aux préoccupations des familles. Hein. Donc, l'idée, c'est aussi d'éviter la logique descendante un peu du PNNS parfois, mais aussi de s'appuyer sur les questions et la volonté des familles de voir certains sujets remonter. Donc, on a vraiment les deux démarches qui vont venir se coordonner. Et l'idée, c'est vraiment, le facteur clé de succès, c'est d'avoir des contenus pragmatiques, ludiques, non stigmatisants, qui donnent envie, qui fait qu'on va faciliter la mise en œuvre. J'avance. Donc, sur la partie budgétaire, on a deux types d'offres concrètes. Hein. On a commencé l'histoire en travaillant sur des produits dédiés à l'alimentation spécifique de l'enfant. Donc, sur ces sujets-là, on travaille d'abord sur la question de l'allaitement, hein, qui reste dans le cadre du PNNS la solution la plus adaptée. Maintenant, on sait très bien que les mamans, certaines ne peuvent pas ou ne veulent pas ou arrêtent en cours de route. Donc là, l'idée ensuite, c'est de prendre le relais sur des produits dédiés à l'alimentation infantile à partir de 6 mois. Donc là, on a du lait deuxième âge, lait troisième âge, petit pot compote. Et sur l'alimentation familiale, qui est une offre qu'on a fait maison, c'est une offre qu'on est en train de développer plus récemment. Donc là, la stratégie, c'est d'agir sur deux leviers. La première, c'est aider les familles à bien s'équiper. On ne peut pas parler de fait maison si aujourd'hui, c'est compliqué de faire du fait maison uniquement avec un micro-ondes, même si c'est possible. Donc là, on travaille sur des ustensiles de base, du petit électroménager pour aussi faire en sorte que ça ne prenne pas 2 heures à faire le repas du soir. Et l'autre sujet aussi du fait maison, souvent on dit « c'est plus facile et c'est moins cher ». Ce n'est pas toujours vrai. Et donc là, c'est aussi important d'avoir des produits bruts moins chers, donc de la protéine, des légumes, etc. Et là, on a collaboré par le passé, notamment avec la Direction générale de la santé, hein, pour tester des dispositifs de chèques sur des légumes qui ont prouvé leur efficacité sur la diminution, sur l'augmentation de la consommation au niveau des enfants. Et donc ça, c'est un point hyper important. Maintenant, on rejoint la banque alimentaire, hein, c'est-à-dire que ce qui est hyper important, c'est de coupler ces solutions-là avec un volet conseil pour que les familles puissent se réapproprier
Et sur les publics précaires, hyper important d'avoir un accompagnement social aussi beaucoup plus large. Les circuits de distribution, j'en ai parlé, j'avance. Le volet études, donc là, pareil, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On lance beaucoup de démarches pour pouvoir effectivement mieux identifier les besoins, mesurer notre utilité. Je vais juste mettre en évidence un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il est ambitieux et complexe. C'est l'étude ECAI, qui est une première scientifique au niveau français, voire un peu au niveau européen. Donc, on travaille en partenariat avec l'INSERM et on est en train de mettre en place depuis 2017 deux cohortes. On a une cohorte de familles précaires qui ne vont pas bénéficier du programme, une cohorte qui va bénéficier du programme. On recrute les enfants à la grossesse et on les suit à domicile pendant 2 ans et demi. Ce qui va nous permettre d'avoir enfin cette photo de départ sur la situation nutritionnelle de ces enfants. Et donc ça, on le mettra à disposition de tous les acteurs intéressés par le sujet, pouvoir public, associations. Et ça va également nous servir à mesurer notre utilité. Maintenant, il va falloir être un peu patient parce que voilà, on a eu beaucoup de challenges sur ce projet-là et on espère avoir des premiers résultats en 2025-2026. Et c'est un projet qu'on a initié il y a 8 ans. En attendant, voilà, on a d'autres démarches. En conclusion, voilà, le programme Malin, c'est un programme solide avec des résultats tangibles. L'offre a été co-construite pendant 5 ans sur un nombre de territoires limité avec une phase pilote. C'est un dispositif de communication et d'inscription assez innovant, performant. Et notre offre, elle est plutôt très bien utilisée par les familles. On est très articulé avec les pouvoirs publics sur les stratégies qui apparaissent sur les slides. Et aujourd'hui, quelques chiffres qui montrent peut-être l'intérêt de la démarche, c'est qu'effectivement, on a un premier impact qui monte en puissance sur les 1000 jours, les enjeux nutritionnels auprès de tous les parents avec ces emails. Et sur les familles précaires, on a, à l'heure où je vous parle, plus de 70 000 enfants dans notre base de données qui vont régulièrement recevoir l'offre budgétaire. Et le modèle permet d'en inscrire au moins 67 000 nouveaux chaque année. Donc là, notre ambition, c'est d'ici 2-3 ans d'en toucher au moins 160 000. Voilà, ce qui commence à être un chiffre significatif. Et si on peut faire mieux, on ne s'en empêchera pas. Voilà pour l'essentiel. J'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, merci beaucoup, Benjamin. On a pas mal de questions. On vous remercie. C'est très complémentaire. Les 3 interventions étaient très intéressantes. On va passer à la table ronde. Donc, je vais inviter, en plus des 3 intervenants, des membres du conseil scientifique de l'Institut. Donc, on va accueillir donc Jean-Louis Perrault, j'espère qu'il est là, et Yvette Soustre, et bien sûr Daniel Thomé qui est le président, et on excuse Philippe Legrand qui n'a pas pu être là. Donc, peut-être que Yvette Soustre, est-ce que vous voulez vous présenter ? Je ne sais pas si on a laissé la main au conseil scientifique pour s'exprimer. Bon, on va lancer la table ronde et puis chacun se présentera au moment où il prendra la parole sur cette table ronde. Je pense que les thèmes abordés vont susciter pas mal de questions, notamment la proposition de Nicole Darmon. On a bien compris que l'enjeu, c'est de pouvoir toucher les 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire et qu'en effet, les 2 programmes qui ont été proposés sont très larges, mais évidemment, il y a des trous dans la raquette. Donc, il y a une première question que je vais lire qui est dans les questions. Donc, pour Nicole, c'est comment faire pour qu'en effet, la sécurité sociale de l'alimentation soit bien utilisée pour les produits qui sont bien de l'alimentation durable. Nicole. Oui, ben merci de cette question. En fait, cette proposition de SSA, elle intègre la notion de conventionnement, donc exactement comme ça existe pour la sécurité sociale de la santé. Et la différence, c'est que avec la sécurité sociale de la santé, c'est que ce conventionnement serait défini dans des territoires de façon démocratique avec des conseils de l'alimentation et du coup avec les mêmes principes que ce qu'on voit aujourd'hui sur les panels citoyens avec des personnes représentant les citoyens et qui décideraient ensemble ce qui peut être conventionné ou pas avec possiblement des évolutions dans le temps.
Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire on va conventionner ci, on ne conventionnera pas ça, puisque ça doit être l'objet de débats et de décisions démocratiques. Et simplement, comment est-ce qu'on fait pour qu'en termes territorial, il n'y ait pas de différence entre les territoires, qu'il y ait des endroits où il n'y a pas de production, hein, je pense au nord de la France. Justement, en fait, oui, alors évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des différences, puisque les productions ne sont pas les mêmes partout, mais justement, on ne va pas décider en amont que seulement les produits localement seront référencés. Et donc, rien n'est interdit. Peut-être que dans un premier temps, et dans beaucoup de territoires, les citoyens décideront qu'ils préfèrent pouvoir utiliser cette allocation en allant dans n'importe quel circuit de distribution ou réserver une part de cette allocation pour des produits localement. Voilà, ça, là, c'est la place à la démocratie alimentaire, en fait. Et alors, simplement, dans un régime de sécurité sociale, est-ce qu'on aurait des prescriptions? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a cette idée qu'il y aurait certaines populations qui… ou bien, on a parlé de 150 € par individu, ou est-ce que c'est vrai une somme maximum par individu et tout le monde a la même? Alors, l'idée, c'est que tout le monde est la même, avec peut-être quand même vraiment au-delà d'un certain seuil de revenus le non-versement, mais quand même une distribution assez large de cette allocation, hein, comme ça, on le voit pour l'allocation logement, par exemple. Et il n'y a pas d'idée de prescription, non. Il y a juste l'idée du conventionnement qui, elle, est conservée. Et en fait, cette notion d'allocation logement, d'allocation alimentation, comme elle est basée sur des prélèvements sociaux, finalement, ça va être de la redistribution. Ça va contribuer à de la redistribution. Et en s'appuyant sur ce principe de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire que les plus aisés contribueront plus que les plus pauvres qui peuvent ne pas contribuer du tout et malgré tout recevoir l'allocation. D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez poser des questions? Donc, si vous pouvez lever la main, donc vous pouvez à côté de votre nom lever la main et on vous passera la parole dans l'ordre. On avait une question qui était posée à Benjamin. Est-ce que vous avez des indicateurs de consultation sur ce que vous diffusez comme information? Alors, aujourd'hui, on a un système qui permet d'être très clair sur la traçabilité sur l'offre budgétaire, c'est-à-dire que notre système de bons de réduction nous permet de savoir si Madame Martin a bien reçu ses bons de réduction et lesquels bons de réduction a utilisés et dans quel supermarché. Et donc ça, effectivement, au niveau de la traçabilité, c'est hyper important. Donc, on a des taux d'utilisateurs, des intensités d'utilisation. Et ça, c'est personnalisé. Après, là où il faut qu'on travaille vraiment, c'est sur le volet conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre à disposition de l'information sur un site Internet et une newsletter, c'est déjà une première chose. Et on a des indicateurs de diffusion. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin, justement, sur la capacité à pouvoir regarder comment les familles l'utilisent dans la durée. L'idée, c'est que si on tient notre promesse, accompagner les gens dans leur quotidien pour pouvoir améliorer leur pratique alimentaire, c'est par exemple regarder combien de recettes elles vont pouvoir utiliser dans la semaine. Et ça, aujourd'hui, on est assez limité sur le digital pour de bonnes raisons avec la loi RGPD, hein, c'est-à-dire que on n'utilise pas Big Brother pour aller espionner les gens à leur insu et on respecte la réglementation. Donc, ça nous limite et d'un côté, tant mieux. Par contre, effectivement, là où on va creuser, c'est par le biais d'études spécifiques, à la fois sur ECAI où effectivement, on va avoir des chiffres, sur l'étude avec l'INSERM, là, on va avoir des éléments extrêmement solides avec ce suivi à domicile. Et sur cette étude-là, il y a un volet quantitatif et qualitatif. Et après, on complète au fur et à mesure avec des études spécifiques dans lesquelles on fait des focus. Donc, oui, on a de plus en plus une bonne visibilité sur ce qu'on va faire.
Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à poser? Je ne vois pas trop les mains se lever. Donc peut-être on peut poser peut-être encore une question à Nicole. Je suppose que vous avez beaucoup travaillé sur les solutions possibles. Est-ce que de diminuer les TVA sur certains produits, ça ne sera pas mené à la même chose? La différence, quand on joue sur la TVA, c'est que finalement, ça va profiter beaucoup plus aux pauvres, aux riches qu'aux pauvres, hein, puisque finalement, ça ne va pas donner un avantage. Et donc, c'est le contraire d'une mesure proportionnée, d'universalisme proportionné. Et moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport au débat sur l'accompagnement. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu sur le fait que si on donne une aide monétisée, ou là, la sécurité sociale de l'alimentation, ce n'est même pas une aide, hein, c'est vraiment une contribution pour actionner la transition vers des systèmes alimentaires plus durables et une sécurité alimentaire durable. Mais ce n'est pas parce que c'est monétisé qu'on va s'empêcher d'avoir un accompagnement. Au contraire même, moi ce que je pense vraiment, c'est qu'au contraire, ça va libérer le temps que passent les associations à trier les produits, à remplir des papiers, etc., pour pouvoir accompagner les gens. Et il faudrait que les associations soient vraiment partie prenante de cette révolution. Pour qu'on puisse le faire main dans la main. Et je prends un exemple d'un projet qui se fait actuellement à Montreuil, qui se fait avec Action contre la faim, l'Armée du Salut, et avec aussi l'accompagnement de l'INRA et pour le volet recherche. Et justement, le projet consiste, enfin d'ailleurs c'est déjà en cours, hein, consiste à donner une carte pour l'alimentation, tout en accompagnant les personnes, et le volet accompagnement social est extrêmement important. En fait, c'est même le principal volet de cette intervention qui s'appelle Passerelle. Est-ce que Benjamin, vous voulez répondre un petit peu aux propositions de Nicole Darmon, et puis en même temps, si vous pouvez répondre à une autre question, c'est ce que vous avez comme action en matière de promotion de l'allaitement maternel. Mais dites-nous d'abord ce que vous pensez du fait que s'il y avait un investissement pécunier du type sécurité sociale, ça vous libérerait du temps pour l'accompagnement. Comment vous voyez les choses? Alors, moi, je pense que c'est un vrai sujet. Je vais aller dans le même sens. Hein. C'est que nous, aujourd'hui, dans le modèle qu'on a, alors, ce n'est pas une carte, hein, mais c'est un système de bons de réduction, un code pour faire son achat en ligne. Donc, effectivement, on s'est débarrassé, entre guillemets, on se repose aujourd'hui sur des acteurs économiques. Le système, on le gère, mais il n'y a personne qui produit les bons de réduction, il n'y a personne qui trie les produits. Et ça, je pense que c'est un avantage à deux niveaux. Le premier avantage, et c'est toujours important de rester focalisé sur le besoin des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça permet effectivement aux gens d'avoir une solution pratique, non stigmatisante, pour accéder à des produits de manière illimitée. Il n'y a pas de problème de stock sur le lait deuxième âge dans le modèle de Malin. Et la deuxième chose, et là, je vais rejoindre Nicole, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on gère un dispositif qui commence à prendre de l'ampleur, hein, 70 000 enfants, bientôt 160 000. L'ingénierie et l'expertise est importante, mais on est une équipe de 8 personnes. Et donc, on voit très bien que… Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de grossir et mettre plus de moyens dans l'étude, plus de moyens sur le volet conseil pour pouvoir encore améliorer nos performances, mais de s'appuyer sur ce que c'est très bien faire… les entreprises et les acteurs de l'alimentation, que ça soit d'ailleurs dans les territoires sur les circuits courts qu'au niveau de la grande distribution. Et la question qui était « qu'est-ce qu'on fait sur l'allaitement ?» Alors, premier point, c'est qu'effectivement, le challenge pour pouvoir accompagner correctement les gens sur cette question-là, qui est une question importante et sensible, c'est le moment. C'est-à-dire, là, justement, l'avantage de Malin, c'est de pouvoir intervenir au moment de la déclaration de grossesse, hein, puisque les gens rentrent dans la base de données de la CNAF à ce moment-là, et de commencer à aborder ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Et donc, on fait de l'information éclairée pour que
nous, l'objectif, c'est que les gens fassent un choix éclairé. Donc, on est dans une position, on va entre guillemets, neutre, parce que souvent, sur ces questions-là, on a les pro-allaitement et les anti-allaitement. Et donc, la position de malin, ce n'est pas de se dire, ce n'est pas à nous de déterminer, c'est aux gens de faire leur propre choix et ensuite de les accompagner sur ce choix-là. Maintenant, le challenge sur lequel on essaye de s'articuler avec les acteurs de terrain, parce qu'il y a aussi des gens qui font très bien le travail et il faut aussi renforcer l'idée de malin, ce n'est pas de sortir les gens des acteurs qui les suivent, hein, notamment des PMI, c'est au contraire de renforcer le lien avec ces structures-là. Et il y a un vrai sujet sur l'accompagnement dans la durée, hein, parce qu'une fois que la maman a fait son choix, et si ce choix, c'est l'allaitement, il y a une vraie difficulté à maintenir l'allaitement dans la durée. Et donc là, effectivement, il faut être en capacité, au moment où elle rencontre des problèmes, d'apporter des réponses concrètes sur mon enfant ne prend pas la tétée, j'ai des crevasses. Et là, effectivement, le digital peut être un levier utile et dans lequel on essaye d'apporter des contenus aux familles qu'on suit. Merci. Il y a une autre question, toujours pour Nicole, qui vient d'Yvette Soustre, qui n'a pas accès à un micro. C'est de savoir si vous avez réfléchi à une autre solution qui aurait été de faire la cantine gratuite pour les enfants, donc jusqu'au lycée, même pour les étudiants. Est-ce que c'était pas une façon, est-ce que c'est une autre façon de réfléchir? Oui, c'est une forme importante et intéressante. Et d'ailleurs, justement, la cantine, c'est un point très intéressant parce que je pense que, alors ça ne se fait pas partout, mais dans tous les territoires où il y a une tarification sociale de la cantine, et ben justement, on a un bon exemple de ce que peut être une mesure d'universalisme proportionné. Et finalement, c'est assez rare. Donc là, je trouve que quand même, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et que l'accent devrait être mis là-dessus. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Parce que même quand on regarde le Crous, eh ben, un repas à 3,50 €, c'est trop cher, quoi, puisque 3,50 €, c'est le budget moyen des personnes, le budget alimentaire moyen des personnes pauvres en France. Donc là, il y a eu justement des mesures visant à baisser beaucoup ce prix, mais je ne sais pas exactement qui a le droit de profiter du tarif très réduit à 1 € par repas. Mais en tout cas, c'est une piste qu'il faut poursuivre, mais je pense que ce n'est pas exclusif en fait. Il faut vraiment mettre tous les moyens en route, quoi. D'accord, et de faire du coup imposer qu'il y ait du dégressif dans les cantines, puisqu'en effet, il n'y a que certaines communes qui le font. Oui. Pour être, d'avoir des tarifs, hein, comme ça se fait dans beaucoup dans certaines villes. Ça pourrait être une solution. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, quelqu'un intervient en disant que ça serait intéressant, bien sûr, de coupler les deux, hein, bien sûr, la formation et la partie pécuniaire. Donc, ce que propose aussi Yvette, c'est de savoir donc les personnes les plus âgées. Donc, il y a évidemment les enfants, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que pour les seniors, alors avec la sécurité sociale de l'alimentation, on voit bien comment ils pourraient être pris en charge. Est-ce qu'il y aurait on pourrait avoir aussi des accompagnements un peu plus précis pour ces populations, l'alimentation dans les EHPAD, l'alimentation pour les personnes dépendantes? Je veux bien répondre à cette question. En fait, en région PACA, on est en train de développer un programme qui s'appelle À la page, justement, qui est dédié à la prévention, alimentation, activité physique auprès des seniors. Et on avait commencé cette étude, bien sûr, par un état des lieux et une consultation des acteurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui sont proposées aux seniors en matière de prévention sous format atelier, mais que même si c'est des ateliers extrêmement intéressants, etc., c'est toujours fréquenté par les mêmes seniors. Donc, nous, on a développé un processus d'aller vers qui s'appelle Invite, parce que justement, ça consiste à aller vers les seniors les plus éloignés de la prévention, ceux qui sont isolés, ceux qui sont en difficulté sociale et financière, pour les inviter et presque les accompagner, hein, il faut presque les prendre par la main pour aller dans ces ateliers. Mais évidemment, nous, c'est un petit peu comme le programme ECAI, hein, on va avoir des années vraiment à avoir les résultats et la preuve d'efficacité
de cette approche, mais il me semble que c'est absolument indispensable parce que quand on voit même le RSA, il y a 35% en France des personnes qui auraient droit au RSA qui ne demandent pas le RSA. Donc, il faut aller les chercher, il faut les accompagner. Et là, voilà, l'accompagnement, il faut le rationaliser, en fait, et l'élargir énormément. Merci, Nicole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc là, beaucoup de gens posent des questions dans les questions. Hein, ça nous permet de pouvoir les poser si vous n'arrivez pas à prendre la parole. Est-ce que Barbara, vous voulez peut-être répondre un petit peu sur la proposition pécuniaire proposée par Nicole et nous dire comment vous, banque alimentaire, vous voyez les choses? Oui, d'abord, je rebondis sur le dernier point, là, sur les personnes âgées. C'est vrai que c'est un sujet en soi parce que, en fait, c'est très différent. Les personnes âgées, c'est le sujet de la dénutrition. Donc, du coup, ce n'est pas du tout les mêmes messages nutritionnels à porter. Enfin, moi, j'ai plutôt insisté là sur les enfants, puis on a le programme Malin ce matin. Et donc, c'est quelque chose, nous, qu'on a identifié aussi au niveau de notre réseau. Et d'ailleurs, il y aura au niveau national la semaine nationale de prévention contre la dénutrition en novembre, qui est portée par le ministère et un certain nombre d'acteurs dans lequel nous, on va s'inscrire. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet qui n'est pas très traité parce qu'en fait, une personne âgée, le sujet, c'est, enfin, que nous, on a eu l'expérience et pas le savoir qu'elle garde la ligne, etc. C'est que la dénutrition, ça arrive extrêmement rapidement en termes de perte de poids ou de vitamines. Et c'est un sujet qui est assez méconnu, donc qu'il faut travailler, que nous, on souhaite travailler spécifiquement. Voilà, sinon, si je reviens là sur notre débat là, très intéressant sur monétisation, etc. Alors, c'est que moi, quand j'avais dit monétisation, je pensais plus au chèque alimentaire, en fait, qu'à la sécurité sociale de l'alimentation. Mais je pense que Nicole Darmon l'a bien dit. En fait, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on soit des complémentarités en tout ce qui est fait. Parce que c'est un sujet extrêmement complexe, la précarité alimentaire. Ça renvoie, comme je l'ai dit, quand même à la pauvreté en général. Donc, on ne peut pas tout traiter le sujet de la précarité alimentaire que par lié de l'alimentation. Et effectivement, nous, notre message phare, vous l'avez compris, et Nicole a bien rebondi dessus, c'est cette notion d'accompagnement social. Mais voilà, je pense que ça fait son chemin et qu'il y a des passerelles à construire. Après, sur sécurité sociale de l'alimentation, c'est un peu comme sur l'échec. Nous, on pose plutôt des questions. Voilà, on n'a pas une vision pour, contre. On essaie d'être contributeur, poser des questions sur la faisabilité. Enfin, voilà, comment ça va s'organiser cette contractualisation, sur le coût quand même, parce que c'est quand même pas rien. Enfin, dans les premières évaluations, là, on avait une audition au Conseil national de l'alimentation, c'était quand même 120 milliards d'euros, hein, je crois, et avec une cotisation sur les salaires de 10%, donc c'est pas rien non plus, voilà, donc il y a aussi cette question-là. Voilà, donc nous, c'est plus, c'est intéressant d'ailleurs d'en débattre aujourd'hui, on discute, mais moi, je pense qu'il y a le sujet est tellement complexe, en fait, qu'il y a certainement une multiplicité et complémentarité de leviers d'action à additionner, en fait. Merci. Je crois que Jean-Louis Perrault veut intervenir. Jean-Louis, tu peux ouvrir ton micro et poser une question? Non, ce n'était pas une question, c'était juste une remarque générale. Enfin, déjà, bonjour à tous. Je trouvais la matinée fort intéressante parce que vu du côté de l'INRA, on a aussi réfléchi à d'autres façons d'aider, d'aider la population française à accéder à une meilleure alimentation et pour certains de rééquilibrer les régimes. Et moi, ce qui m'a vraiment passionné ce matin, c'est tous ces outils qu'on peut développer sur l'allocation alimentaire, sur les systèmes de grande réduction. Parce que je trouve que c'est vraiment des démarches positives et elles ont un mérite, c'est qu'elles ne stigmatisent personne, ni aucun produit finalement. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres moyens de rééquilibrer les rations. Et on a quelqu'un a parlé tout à l'heure de diminuer la TVA. Effectivement, ce n'est pas forcément la voie à privilégier, et Nicole, je trouve, a bien répondu à ça. On peut aussi éventuellement imaginer de taxer certains produits, taxer le sucre, hein, par exemple, ça c'est un peu fait, mais c'est aussi ça a aussi beaucoup d'effets très, très défavorables et quelque part ça
c'est pas difficile de faire des taxes variables selon les revenus des ménages. Donc, on va encore taxer quelque part ceux qui ont le plus faible revenu. C'est pour ça que trouver une autre voie, et enfin, j'insiste vraiment, tout ce qui a été dit ce matin, c'est aller vers cette autre voie qui me paraît beaucoup plus constructive. Et encore une fois, ça ne peut que aider les gens et ça évite toute stigmatisation d'un type de population, d'un type d'aliment, enfin de tout. Et ça, c'est très. Enfin, faut vraiment aller là-dessus. Bon, après, l'autre point qui n'a pas été abordé ce matin, mais c'est un autre sujet, c'est tout ce qui tourne autour de l'affichage sur les produits. C'est un autre sujet parce que ça touche à d'autres enjeux aussi qui tournent autour de l'alimentation, notamment de sa durabilité environnementale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Jean-Louis. Je ne sais pas si Barbara ou Benjamin ou Nicole veulent réagir par rapport à ces propos. Donc il y a beaucoup d'échanges dans les questions sur le fait d'aller vers les uns et les autres. Hein. Je pense que le côté d'accompagnement et d'aider les populations qui ont le plus de difficultés à faire les bons choix. Est-ce qu'il peut y avoir l'utilisation d'outils numériques? Est-ce que, Benjamin, vous trouvez, enfin, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui aident les gens à faire leurs courses, avec la hausse des prix qui est en train de se mettre en place, il y a de plus en plus d'échanges, hein, et notamment des gens qui montrent aux autres comment on fait ses courses. Est-ce que les outils digitaux sont des solutions qui peuvent aider tout le monde, Benjamin? Oui. Alors déjà, je redis ce que j'avais dit en introduction, c'est-à-dire là où il faut être vigilant, c'est qu'on voit très bien sur notre sujet qu'on parle de populations avec des situations très différentes, entre des publics très précaires qui sont aujourd'hui bénéficiaires de l'aide alimentaire et des publics qui aujourd'hui vont avoir un emploi socialisé. C'est des réalités extrêmement différentes et du coup, il faut être très vigilant sur la question de l'accompagnement au sens général. Encore une fois, et les publics précaires, des fois, encore une fois, sont aussi très autonomes sur l'alimentation. Donc, c'est ça qui rend aussi le sujet un peu complexe. Et donc, moi, le parti pris, c'est plutôt de rendre accessibles des boîtes à outils, mais il faut être vigilant à ne pas systématiser toujours la question de l'accessibilité et de l'accompagnement. Il faut les coupler, mais nous, le principe, c'est de ne pas forcément rendre les deux obligatoires. Les gens sont totalement aptes à savoir s'ils ont besoin ou pas. Souvent. Une fois que c'est dit, le digital, bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre conscience que notre société est en train de se transformer. Là, aujourd'hui, pareil, le gap digital, il est plutôt générationnel. Donc, effectivement, nous, on va parler de ce qu'on connaît bien, qui est les jeunes parents. Donc, oui, aujourd'hui, les jeunes parents, il ne faut pas se tromper de combat. Aujourd'hui, c'est Instagram, c'est les groupes de parents sur Facebook. Et là, effectivement, il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses aussi moins intéressantes. Et une des réflexions qu'on a aujourd'hui, mais qu'on n'a pas encore mis en œuvre, hein, c'est comment on s'articule aussi avec cette réalité-là. Pourquoi pas imaginer demain une maman malin prendre aussi la parole, parce que nous, on fait parler les pédiatres, on fait parler des experts, c'est super. Ça crédibilise nos contenus et les parents aiment bien, mais nous, on pense que faire parler une maman malin, ce serait aussi, à mon avis, répondre à la réalité aujourd'hui des parents qu'on accompagne. Maintenant, effectivement, il faut que cette maman-là, on puisse l'identifier. Enfin, voilà, il y a un projet, il y a une réflexion qui est en cours pour aller sur ce type d'initiative. Et le dernier point, c'est que même si le digital est une vraie opportunité, il sera toujours important de travailler sur des leviers complémentaires parce que au final, on le voit aussi, hein, le digital est une manière aussi de recréer le lien physique. Et donc, il ne faut pas, entre guillemets, opposer les deux. On peut faire ce qu'on appelle, je crois, du phygital, c'est-à-dire utiliser le digital pour faire en sorte que les gens se rencontrent dans la vraie vie, pour que les gens aillent en PMI, pour que les gens aillent faire des ateliers cuisine. Et le lien social, et là, on est bien d'accord, il est bien sur la réalité de la vraie vie et il n'est pas forcément uniquement sur des échanges Facebook avec des posts et des commentaires. Merci Barbara. Est-ce que vous avez développé des choses comme ça? Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Benjamin. C'est vrai qu'il y a la notion de liberté de la personne qui est très importante. Et d'ailleurs, c'est bien la loi Egalim, c'est une proposition d'accompagnement. Ce n'est pas forcément un couplage
systématique, c'est on propose et évidemment la personne a son libre choix. Ceci dit, nous, dans nos dernières enquêtes auprès des personnes accueillies, c'est quand même 66% des personnes accueillies qui nous ont dit qu'ils avaient besoin d'être accompagnés, donc c'est quand même un taux extrêmement important et c'est la première chose qui leur a manqué pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été le plus dur pendant la crise sanitaire? Ils répondent dans notre réseau, c'est de ne pas avoir été accompagnés, parce qu'évidemment, nous, ça a été un peu compliqué, tous ces ateliers et tout. Donc, ça répond quand même à un besoin, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Benjamin, c'est extrêmement important, et moi, c'est vraiment un point clé, c'est la diversité des situations. C'est pour ça que c'est très difficile de réfléchir de façon macro et il faut avoir des multiplicités d'actions, des complémentarités, des multiplicités d'outils. Et du coup, voilà, le numérique, ça fonctionne très bien sur certaines populations et pas du tout sur d'autres. Donc, faut vraiment être dans la diversité des points d'action. Ça nous paraît essentiel, quoi. Et d'où l'intérêt de travailler à plusieurs acteurs, en fait, parce chacun ne peut pas tout faire tout seul. Nicole, oui, sur OptiCours, là, ce que vous faisiez, est-ce qu'il y a des solutions un peu nouvelles et puis le digital, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je peux parler un petit peu d'OptiCours rapidement. C'est vrai que c'est un programme qu'on a développé, pareil, c'est toujours ça prend du temps, donc on a démarré en 2010. Aujourd'hui, on a un programme de prévention, de promotion, d'approvisionnement alimentaire plus équilibré, sans dépenser plus, basé sur des ateliers, des animations pédagogiques, etc. Et là, on est en train de développer effectivement une solution digitale qui pourrait permettre qui pourrait être utile à tout un chacun en fait, parce que on se rend compte que voilà la question de comment s'alimenter sans dépenser plus, elle est généralisée même par les classes moyennes, et ça permettrait d'autofinancer OptiCours un petit peu pour justement contribuer à pouvoir former des acteurs, donc un petit peu dans une démarche de Robin des Bois. Mais sinon, ce que je voudrais dire par rapport à ce que disait Jean-Louis et sur les aspects positifs qu'il a fait ressortir, oui, certes, c'est vrai, on voit beaucoup d'aspects positifs, on aurait envie d'être positif, d'être enthousiaste, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les propositions actuelles et aussi dans les initiatives voilà, qui se déroulent réellement, pas seulement dans les propositions un peu virtuelles comme peut l'être celle de la sécurité sociale de l'alimentation. Mais enfin, moi, je suis peut-être un peu triste de souligner quand même qu'il y a énormément de points noirs, quoi, et que les faits sont vraiment assez terrifiants. Quand on voit l'évolution des chiffres de l'aide alimentaire, du nombre de personnes qui se tournent vers l'aide alimentaire, ça n'a fait qu'augmenter. Et aussi, je voudrais dire un mot sur la désertification des quartiers dits politiques de la ville en termes de services, et que ce soit des services publics, enfin privés, mais aussi publics. Et donc, moi, pendant longtemps, quand on parlait de désert alimentaire, je disais « Oh non, en France, c'est pas pareil, on a toujours un petit marché, une petite épicerie. » Et ben, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'est faux et qu'il y a énormément de quartiers où il n'y a pas d'épicerie. Et on a fait l'expérience dans un des quartiers nord, enfin dans un quartier situé dans les quartiers nord de Marseille, où les gens, en fait, tout ce qu'ils voudraient, c'est avoir une épicerie avec une offre diversifiée à un prix qui correspond à leur budget alimentaire, avant même d'avoir une aide alimentaire, une épicerie sociale, etc. Mais déjà de pouvoir bénéficier de ce service basique. Merci beaucoup. Je crois qu'on va conclure. C'était très animé. Il y a eu beaucoup de choses de dites. En effet, là, les mois qui vont venir, ça va être de plus en plus difficile. La précarité va augmenter avec les sujets de l'inflation. Donc, on en reparlera bientôt. Merci à tous. Vous avez apporté beaucoup d'éléments. Merci à tous les participants. Merci à tout le comité scientifique qui a participé aussi. Et donc, merci Barbara, merci Benjamin et merci Nicole. À très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.